Bah, écoutez, merci beaucoup pour être là à 18h30. Ouais. Pour ce talk ranking des joueurs en temps réel d'un jeu multi-cloud avec Quarkus et Infinispan. En tant que Red Hat, parler des Quarkus est évident aujourd'hui. Parler d'Infinispan pour moi aussi. Donc voilà, talk inattendu, mais merci la pandémie, si on peut dire. En fait, je vais vous parler du jeu naval qu'on a développé. C'était Humans versus Intelligence artificielle. On a développé ces jeux qui est très connu de tout le monde, dans lesquels tu as des petits bateaux et que tu dois deviner où sont placés pour finalement que soient touchés et non et voilà. Et du coup, en fait, dans ces jeux qu'on a fait, à part la partie, on jouait du coup, c'est un jeu qui a été déployé dans, je vais vous expliquer juste après, mais en gros, on avait deux parties, la partie dans laquelle tu joues et aussi une partie dans laquelle on voyait le ranking des top 10 des joueurs et pas mal de statistiques aussi du jeu en temps réel pour la gamification. Et donc, derrière tout ça, il y avait trois clusters, donc AWS, GCP et Azure, déployés dans trois continents et quelques milliers de joueurs qui étaient en train de jouer en parallèle. Et donc, l'architecture est la suivante. D'une part, à gauche, on voit l'écran dans lequel on joue pour essayer de faire que les bateaux coulent. Ça interroge avec des WebSockets et du reste une appli Node qui va garder toutes les données en mémoire pour les avoir vraiment un accès rapide et que ça carbure bien. Toutes les données sont en Infinispan et chaque cluster, donc ça c'est une architecture déployée dans trois clusters différents. Chaque cluster a la data de chaque zone géographique en fait. Parce qu'effectivement, comme ça, c'est rapide, ça carbure et tu as une belle expérience. Donc, d'autre part, il y avait des managed Kafka et d'autres trucs, des fonctions justement pour toute la partie intelligence artificielle, et que les joueurs de l'intelligence artificielle qu'on ait l'impression qu'on joue contre quelqu'un. À un moment donné, un score est calculé autant pour les joueurs que pour l'intelligence artificielle, avec une API REST qui va garder tout ça en Infinispan aussi. Et finally, le leaderboard tout à gauche et les game stats qui va lire ça d'Infinispan et pousser sur un WebSocket les top 10 et les statistiques. Donc l'enjeu de ça, c'est qu'en effet, autant beaucoup de data concernant les games est local, le ranking des joueurs, on voulait que ça soit global. Et donc, on est vraiment les ponctuations de tous les joueurs dans toute la planète qui jouent en même temps. Et c'est exactement ça que je vais vous expliquer, comment on peut le faire en utilisant des fonctionnalités d'Infinispan, en utilisant Quarkus avec, et je vais me focaliser juste sur cette use case de ranking global, mais les statistiques, c'était la même chose. Et donc, qui je suis? Donc, moi, je m'appelle Katia Desti, je suis principal software engineer chez Red Hat et je suis dans l'équipe Infinispan depuis 2017. Je suis Java Champion depuis 2009 aussi, et je le mets là parce que mon chef m'a dit mets-le, c'est cool. Mais j'ai du mal à l'assumer. Mais je fais partie des Duchesses France depuis 2010 et de l'orga des Vox France depuis 2015. Et donc, je suis backup des talks et officiel. Et vous pouvez me suivre sur Caresti sur Twitter où je tweete quand j'ai envie. Voilà. Et donc Infinispan, c'est un cache distribué 100% open source. Donc il y a un produit derrière que Red Hat donne du support, mais le cache, le produit est 100% open source. Et en fait, quand on pense cache distribué en mémoire, c'est vraiment qu'on a un cache qui va pouvoir être, on va avoir plusieurs instances et la data va être déployée et va être distribuée. Et comme ça, on va pouvoir vraiment scaler la mémoire et carburer pas mal. Et tout ça. Mais en fait, Infinispan, ce n'est pas que du cache. Il y a d'autres fonctionnalités également importantes. Et donc, les 5 top
key features d'Infinispan sont déjà l'accès polyglotte, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme une appli, comme une cache embedded dans une appli Java. Par contre, là, tu ne vas pas avoir l'accès polyglotte. Donc ça, en mode client-serveur, on peut avoir des serveurs d'Infinispan où y avoir le cache et des clients Java, .NET ou autres. Node. La tolérance aux pannes dans lesquelles on va configurer différents niveaux de consistance par rapport à la data, des possibilités de faire des backups, donc avec du réplication cross-site, les différents niveaux de availability qu'on va configurer selon comment on veut que les clusters se comportent face à une partition network, un split brain qui est appelé. Donc il y a différents trucs qu'on peut configurer par rapport à la tolérance aux pannes. Le fait de pouvoir faire aussi des transactions acides en mémoire, donc les opérations peuvent être transactionnelles et on peut faire des transactions en mémoire vraiment acides. De traitement des données en cluster aussi, et finalement, la recherche full text. En fait, on peut faire de la recherche full text sur de la data qui est dans les caches. Et donc, comme j'ai dit, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment déployer. On déploie et on va privilégier cette architecture-là pour gagner dans toutes les fonctionnalités. Avoir d'une part les serveurs et les clusters de serveurs où on aura la data et la mémoire qui va scaler selon nos besoins. Et d'autre part, on va avoir des microservices qui peuvent être écrits dans différents langages et qu'ils vont utiliser un client pour écrire et lire les données. Comme ça, on va pouvoir scaler d'une part la mémoire et d'autre part la CPU, et on va pouvoir avoir des services stateless et pas des stateful, qui est le cas si tu embeds beaucoup de data dans ton appli. Et donc pour vraiment configurer un cache d'Infinispan, le plus simple, c'est vraiment de dire j'ai ce petit JSON, je mets distributed cache, le mode 5, et voilà, statistique true. Why not? Et du coup, avec ça, on peut créer un cache en utilisant du code, l'avoir au démarrage du serveur. On peut utiliser l'API REST, la console. On a plein de moyens de créer ça. Mais du coup, si des caches, comme on a dit, si c'est des puts, des get et tout, voilà, on a tendance, comme j'ai dit, on oublie tout le temps le search. Et c'est là que c'est pour ça que je veux venir au search, parce que c'est très, très puissant. Et en fait, quand on a une donnée dans ton code Java dans lequel tu as des player scores, qui est une donnée qui, je pense que le nom est assez bien exprimé, que c'est le score de joueurs, donc ce qu'ils ont scoré, on peut créer des queries dans lesquelles on va dire, OK, from compredat player score, pour ceux qui sont des humains, parce qu'on voulait le ranking des vrais gens, les intelligences artificielles, on s'en foutait un peu, on veut le trier par score descendant et ensuite max result 10 et on a notre top 10. Mais pour faire ça, il faut parler de deux choses. Déjà, d'une part, il faut tenir en compte que les données, quand ils sont stockées dans le serveur et envoyées, il faut qu'ils soient Marshall, on doit sérialiser de la data et on peut le faire avec différents formats. On peut se dire on utilise la sérialisation Java. OK. Super. On peut se dire qu'on utilise du string et même stocker que des bytes array. Mais si on veut vraiment tirer le plus avantageux d'Infinispan, le mieux c'est de le garder en protobuf. Est-ce que tout le monde est ici familiarisé avec protobuf? Bon, en deux mots, protobuf, c'est un format binaire des marshallines de données développé par Google, open source depuis 2008, qui permet vraiment d'envoyer de la data très compacte et en ayant un schéma. Et c'est utilisé largement aujourd'hui dans l'industrie, par exemple avec gRPC, etc. Et donc, en gros, nous, avec Infinispan, on peut stocker de la data en format protobuf en utilisant le marshalling ProtoStream qui fait partie de Infinispan. Je vais boire de l'eau. Et donc, comment ça marche? Dans nos applis, par exemple, un player de scores, donc ça, c'est la donnée Java que je veux envoyer au serveur. Je vais pouvoir utiliser des annotations pour dire, je veux que tu crées, je veux envoyer ce type de données. Du coup, avec ProtoStream, va créer un fichier proto, qui est le schéma
le schéma de la donnée qu'on veut sérialiser. Donc ça, c'est sérialisé, c'est envoyé, et le serveur d'Infinispan doit aussi avoir ce schéma-là présent chez lui pour pouvoir faire le Marshall et la lecture et l'écriture. Ça, on va le voir après. Et en fait, avec Infinispan 13, on a une API qui est un peu barbare pour dire qu'en plus, on veut utiliser l'indexation et indexer les fields. Mais avec Infinispan 14, qui est ce que va sortir maintenant, on va avoir des annotations beaucoup plus sympas, juste pour dire, bah, en fait, je veux non seulement que cette POJO soit marshallé et envoyé avec un format protobuf, je veux aussi qu'il soit indexé, et en plus, voilà, on a des annotations sympas pour ça. Donc, dans le cache, du coup, il faut aussi dire, pour utiliser la recherche qu'on a du protostream, et qu'on va indexer de player score. Et côté Quarkus, et ça, on peut l'utiliser, on peut le faire, là, mon exemple, c'est avec Quarkus, mais on peut l'utiliser avec Spring Boot aussi, si on veut. On va faire, déjà, on va utiliser l'extension de Quarkus Infinispan pour tout ce qui est la connexion à Infinispan et créer la query. On va exécuter avec un scheduler la query en continu, avec Quarkus Scheduler, et avec les WebSockets, on va envoyer la donnée. Mais voilà, si on a 3 clusters avec 3 scores différents, le ranking ne peut pas être global, on a trois trucs séparés. Donc comment on fait pour que ça devienne global? Il y a la réplication cross-site. La réplication cross-site nous permet d'avoir des déploiements séparés, avec même des configurations complètement séparées des serveurs, connecter les caches et faire sorte qu'un cache soit le backup de l'autre. Là, quand tous les caches sont backup de tout le monde, ça s'appelle, dans ce cas-là, par exemple, le cache à Londres, c'est le backup, son backup est à New York, et à New York, c'est à Londres. C'est la réplication cross-site actif-actif, mais ça peut être actif-passif, dans le sens où tu as, du coup, ton backup, par exemple, tu as des données à Londres, tu as ton backup à New York. Si tu perds ton cluster de London à un moment donné, qui va arriver, parce que ce truc arrive à un moment donné dans la vie, tu peux basculer tout le monde à New York, et tu auras tes données, et ensuite tu peux travailler par un mode dégradé comme ça. Et donc ça, c'est vraiment la configuration des backups entre caches. Ça se fait niveau configuration de cache. Donc là, on va dire que on va avoir les noms vont être le même dans 2 sites, 2 clusters différents, Londres et New York. Et du coup, à Londres, on va dire que New York, c'est son backup, et à New York, on va dire que London, c'est son backup. De cette manière-là, comme on a créé des caches pour les scores seulement, qui étaient backup tous l'un de l'autre, quand on avait les 3 clusters, ils se copiaient de la data, et du coup, la query qui est exécutée prenait compte des scores dans tous les clusters. Et le ranking était global. Ouais. Mais bon, assez, j'ai trop parlé, donc on va vous faire, je vais vous montrer une démo, parce que c'est quand même un tool in action, et c'est pas sympa s'il n'y a pas de démo, si je finis genre merci. Vaut mieux que j'ai une petite démo, on est d'accord? Donc là, déjà, j'ai l'appli front et un cluster de deux clusters dans mon local. Vous voyez bien en fait Ouais. Donc, il est quelle heure? Bon, j'ai assez de temps. Donc là, j'ai lancé ça. Donc en gros, j'ai un Infinispan à gauche qui est le site de Londres, et un autre ici qui est le site de New York. Et j'ai aussi l'appli avec les WebSockets qui est là, qui est pour l'instant, parce que là pour le coup, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien parce que je n'ai pas démarré mon appli Quarkus en local. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'appli que j'ai,
que j'ai déjà buildé. Du coup, je vais juste la lancer en mode JVM. Et entre-temps, je vous montre 2-3 trucs du code. Donc déjà, pour pouvoir se connecter à Londres, on va dire, OK, on est sur localhost 11222. Si on voit ici, c'est Londres, c'est 11222 et New York, c'est 31222. Et c'est vraiment 2 clusters séparés. Les adresses là sont différentes dans tous les deux. Hein. C'est juste qu'on a un seul nœud, mais on peut avoir des centaines. Et en plus, avec l'opérateur de Kubernetes qu'on a, c'est assez facile à mettre en place pour que les clusters se connectent entre eux. Bon. Là, on voit bien qu'il y a des trucs qui sont passés. À Londres, j'ai des caches qui sont créés. Et quand je fais un refresh, je vois que j'ai de la data qui arrive. On peut ignorer ces 2 caches. On va se concentrer sur player score, qui a de la data en JSON. Et celui-là de New York, on va l'oublier pour l'instant, il n'a rien du tout. En gros, ce qu'on fait là, c'est j'ai cette appli-là qui tourne en local, il se connecte à ce serveur d'Infinispan et on a de la data dedans, il la met à jour. Et donc l'appli Java, donc on se connecte à Londres. J'ai un petit bin qui est en train de, avec les schedulers aussi, un application scope, il est en train de créer de la data pour mimer qu'il y a des gens qui sont en train de jouer, juste pour la démo. Et ensuite, déjà ici, quand on voit qu'on a du JSON et qu'on a comme player des scores. Ça se fait. L'appli Quarkus a fait sorte de créer un schéma de ce bin player score dans lequel on a dit le package c'est comme Red Hat et on va inclure toutes ces classes-là et il va l'uploader à Infinispan. Et ça, je vais vous le montrer juste après Infinispan. Et en fait, le WebSocket est un bin d'application scope dans lequel ici, en line 66, on fait du scheduling. On fait la query que je vous ai dit et on pousse à la session ouverte du WebSocket. C'est que ça. C'est pas du code. Après, il y a plein de choses ici. Il y a d'autres choses qui font part d'une autre partie de l'appli parce qu'il n'y avait pas que les scores, mais aussi les stats. Mais en gros, c'est que ça. C'est assez simple. Et en fait, là, donc, si je viens ici à la console, déjà, je peux même faire des queries directement ici. Je vais ouvrir ma petite truc. Donc, on peut déjà performer la même query de from player the score where human true or day by desk. Là, on peut déjà voir que là, on a les 10 premiers résultats et on voit que ça correspond bien au même top 10. On peut faire des queries plus de cet style, dans lesquels on va faire un select count dont les scores c'est plus de 30, on a 37. On peut aussi faire un intervalle. Donc on a 5 pelés entre 35 et 50. Et même style, voilà. On met par exemple username Will et on a Will 0, Will 1 et Wolf parce que c'est du full texte dedans. Et en fait, ici, si vous voyez, ça c'est une appli, c'est la console web d'Infinispan, ça utilise l'API REST et ça envoie du JSON, ça consomme de JSON. Et ça, le serveur est capable de le faire, ça c'est du code Java, le code Java qui a posté ces données. Et en fait, c'est possible parce qu'on a ces schémas-là, donc player des scores. Pardon, ici, je scrolle trop vite. Parce qu'on a player des scores là, qui est connu par les serveurs en format protobuf. Du coup, il sait prendre ce qui l'appli Java l'a envoyé, dire OK, ça c'est du protobuf, c'est du comme Red Hat player des scores. Je le stocke en protobuf et quand il est requêté de la console web pour le faire en display en JSON, il est capable de faire le marshalling et il n'utilise pas du Jackson ou autre en fait. C'est vraiment c'est du protobuf.
Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est vous montrer, on va hacker le système, ok? On va faire du hack. Ce que je vais faire, c'est que je vais hacker ces leaderboards et je vais essayer d'être la première. Parce que j'adore être la première. Et là, c'est là qu'on va venir ici à New York. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un cache. Et j'ai ici ma conf. Donc je vais l'appeler Player des scores, comme le cache à Londres. Et en fait, c'est la même configuration. La conf ici à gauche de Londres, on voit qu'il y a du protostream et qu'il indexe du player des scores et blablabla. Mais là, on va juste rajouter, c'est la même conf, sauf qu'on va dire qu'en plus, à New York, son backup, cette cache-là, à Londres, c'est son backup. Donc je crée le cache. Là, on voit bien qu'il n'est pas que indexed, il a aussi des backups. Si je vais checker, c'est vide, il n'y a pas de données. Si je vais checker Manage Index, il me dit « Ah, tu es en train de me dire que tu veux indexer de la data du type comme Red Hat Player des scores, mais en fait, je n'ai pas de schéma, en fait, je ne sais pas le faire. » OK. Donc, je vais venir ici au schéma. Et ici, je vais copier ce schéma-là avec la console. Donc là, pour Londres, on l'a fait dans l'appli Java, mais là, je le fais en utilisant la console. Et le nom du schéma, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu. Donc là, j'ai mon schéma aussi. Donc si maintenant je reviens là et j'ai fait Manage Index, il va me dire, bah OK, en fait, j'ai rien du tout. All right. Je vais utiliser l'API REST, l'interface, et je vais copier un JSON. Je vais mettre le key hack, comme ça pour être discret surtout. Et donc les usernames Devox hack, les scores 10 000, bah oui, human true, je add, voilà, il me l'a rajouté. Et si je viens au leaderboard, ben oui! Ben oui, et en fait, quand on va à gauche, on voit bien que, en effet, il l'a copié et je l'ai ici. Et d'ailleurs, si jamais je veux, évidemment, si je le supprime de là, oh non, voilà, il n'est plus là. Et en fait, c'est ça ma démo. et donc là, on est à la fin. Il reste 7 minutes et je me dis, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que j'ai dit? Vous pouvez le faire, hein, c'est bien. C'est pas grave d'avoir des questions. Hein. Je suis flattée hein, si vous avez des questions. Il n'y a personne qui a des questions. Ah. Le langage de requête qui est utilisé par le full stack, c'est du SQL-like. C'est quoi comme langage qui est utilisé? C'est un langage qu'on a appelé equal query, mais que c'est Hibernate Search, quoi. En gros, c'est très similaire. Dedans, c'est de Lucene et avec c'est Hibernate Search qui est dedans. Hein? Oui, c'est pas tout Hibernate Search. Ouais. Certaines choses, oui, mais pas tout. Ouais. Je répète pour l'enregistrement, désolé. Merci, en fait, merci Emmanuel. On s'est inspiré comme Infinispan stocke des objets et qu'en plus tu utilises Hibernate Search en dessous, voilà, on s'est inspiré de JPQL, simplement il n'y a pas forcément tous les opérateurs, notamment des jointures infinies, etc. Mais en tout cas, d'un objet et d'aller descendre dans les sous-objets, c'est ça. Ce qu'on a rajouté, c'est des opérateurs proches du full text search. Donc là, on a vu le tilde 2 pour dire avec un saut de 2 par rapport à la distance. Comment ça s'appelle Oui, ouais, et par exemple, on travaille pour la version 14, on va avoir aussi la recherche géographique. Hein. C'est monsieur qui l'a fait. Ouais. Non, c'est pas circulaire ces questions et ces réponses. Non.
Mais c'est pour le coup, on va voir on a beaucoup de choses qui se passent maintenant côté query et search et on va voir justement tout ça là dedans. D'autres questions comme ça? Ouais. Pour les search, très bonne question. Très bonne question. Je vais la répéter On n'est pour le pas, micro. pas du tout accordé. Mais en fait, là, par exemple, là, de la version 13 d'Infinispan, on a mis en place les SQL Store, qui est que tu as une base de données un peu engourdie et tout, et tu as besoin de faire du offloading. Donc déjà, avec du protobuf, du coup, tu peux connecter Infinispan sur cette base de données existante. Il va prendre les données. Tu peux les transformer, ça peut être table par table ou faire des queries pour transformer les données. Et donc, tu peux rajouter la recherche dedans, parce qu'en fait, c'est décorrélé. Tu pompes la data d'Infinispan d'une manière, et Infinispan va le faire, il va indexer ça pour toi, et d'un coup, tu as la recherche full text. Donc, imagine-toi une base de données qui ne carbure pas beaucoup pour une raison, et qu'en plus, il ne supporte pas du full text, tu peux le rajouter facilement. Et ça, c'est depuis la version 13, ça, c'est SQL Store. Oui, Clément. Oui, quoi. Ah, la question était est-ce qu'il y a d'autres use cases? Et ça, c'est un autre parmi beaucoup, mais c'est un use case sympa, justement, de mélange de fonctionnalités. Tu vois, les gens se motivent dès qu'il y a une question, après, les gens se lancent pour plus. Tu as vu? Bonjour. Oui. Est-ce que Infinispan, c'est que du cache ou ça peut être considéré comme une base de données à part entière? À part entière, je pense, on peut rajouter la persistance dedans. On a des couches persistantes. Par contre, à part entière, pour l'instant, tu peux pas le comparer à une base de données comme un Postgres en fait. C'est pas le même. Mais c'est cool. Mais là, pour l'instant, c'est pas exactement, c'est pas pareil à 100% toutes les fonctionnalités, non. Oui, pourquoi Infinispan? Pourquoi déjà ce nom et pourquoi vous l'avez développé? Écoute, Infinispan, c'est un projet qu'il a plus de 10 ans, on a 14. C'est un projet mature il est déployé sur des gros systèmes et tout. Et en fait, pourquoi on a utilisé Infinispan, c'est parce que déjà, c'est un projet qui est open source et qui a une communauté, mais c'est Red Hat qui les sponsorise principalement. Et j'ai dit, quand je me suis présentée, que je travaille chez Red Hat et chez Infinispan. Du coup, je ne vais pas utiliser autre chose pour ça non plus. Et à part ça, c'est évident, tu peux utiliser d'autres choses hein, si tu veux, mais je ne vais pas parler de ça. Ouais. Non, sinon, l'histoire, c'est... Merci, Emmanuel. De rien. Je vais t'ai monter. bien laissé t'enfoncer. Tu ne veux pas monter, tu veux pas monter. L'histoire, c'est qu'on avait un outil qui s'appelait JBoss Cache, qui était capable d'utiliser du cache et de le distribuer au sein du serveur d'application qui s'appelait JBoss, enfin, JBoss Application Server. Et en fait, quand le papier de Dynamo, je crois que c'est DynamoDB, est sorti avec la notion de partition, etc., les gens qui ont fait JBoss Cache ont dit on va complètement pivoter et réimplémenter ce pattern au-dessus du JBoss Cache et renommer du coup. Et Infini, c'est parce que, je sais pas, théoriquement, je sais pas, peut-être c'était Toy Story. Moi, j'étais pas née à cette époque parce que je suis très jeune. Et contrairement à Emmanuel qui... Moi, je suis assez vieux, je me rappelle plus tous les détails. Je suis désolée, j'étais pas née, j'avais pas toute cette historique, je me souvenais plus. Mais en tout cas, oui, ça me fait plaisir de donner ce talk. Je pense que la dernière fois que je donnais un talk, je sais que c'était il y a 4 ans. C'était dans cette salle, je pense. C'était un quickie. On était 2 sur scène. Je pouvais pas mettre ce t-shirt qui était 2018 et je l'ai mis aujourd'hui. Quand je dis on était 2 sur scène, c'est parce que j'étais comme ça. et voilà, donc ça me fait très plaisir. Et il reste 30 secondes. Si vous avez plus de questions, une autre question, tu as 25 secondes.
Ça va être compliqué. Je me demandais sur la démo, on avait Oui. supprimé une donnée à droite Mm. et elle avait disparu sur l'autre serveur. Oui. Est-ce qu'on aurait eu la même chose si on l'avait supprimée de l'autre côté? C'est-à-dire est-ce que la donnée qui était mise en cache est indexée sur Non, là, non. Je pense que non, non. Parce qu'à un moment donné, tu l'as mis dedans et en fait, le cache de Londres, il n'est pas au courant de. En fait, l'un est le backup de l'autre, mais Londres, il n'est pas le backup de New York. Du coup, non, une fois il est là, quoi. Tu peux pas. En fait, disons New York, il y a dans le conf que j'ai, il a écrit la donnée. S'il la supprime, il la supprime aussi, mais si tu le supprimes à Londres, non. Je pense pas. Si c'est actif, oui, mais si actif-passif, non. Bravo. Merci. Mais sinon, si vous avez d'autres questions, il y a Red Hat, il y a son stand, donc vous pouvez aller demander et les gens sont sympas.